Les enfants de ma sœur m'ont envoyé une liste de cadeaux de Noël à $6000, comprenant un drone, 2 iPhones et de l'argent pour des tatouages. Elle m'a traité de radin et m'a qualifié d'oncle riche. J'ai souri sans rien dire. Puis, je suis arrivé le matin de Noël avec 12 cartons et une enveloppe cachetée. Le message est arrivé un mardi après-midi, en plein milieu d'un dossier médical que je terminais entre deux patients. C'était une discussion de groupe venant des enfants de ma sœur, énumérant des cadeaux comme si tout était déjà garanti. Comme si l'affaire était conclue sans que personne n'ait pris la peine de m'en parler avant, un drone à $3200. Une PS6 pas encore sortie et déjà en rupture de stock en précommande, 2 iPhone dernier cri, et de l'argent pour de futurs tatouages. J'ai relu cette dernière ligne à 2 reprises, certain d'avoir mal lu la première fois, et j'ai demandé, mi-plaisant, si c'était une blague. Mélissa a répondu à leur place. Son nom est apparu dans la discussion quelques secondes plus tard, comme si elle attendait, les pouces suspendus au-dessus d'eux. L'écran, ne sois pas radin, tu es l'oncle riche. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine comme une écharde, petite et acérée, impossible à retirer d'une main alors que je tenais un stéthoscope de l'autre. Je m'appelle Andrew. Je suis médecin urgentiste à Columbus. Je travaille de nuit, je bois un café brûlé capable de décaper la peinture, et je garde toujours une tenue de rechange pliée à l'arrière de ma Honda Accord. Car la vie ne vous envoie pas de SMS d'avertissement avant de casser quelque chose. Dans ma famille, j'avais un rôle attitré, compris de tous sans jamais avoir été énoncé à voix haute, j'étais celui sur qui on peut compter. Mélissa, elle, était l'esprit libre aux habitudes coûteuses. De 4 ans ma cadette. Celle que mes parents qualifiaient de « spontanée » et que je qualifiais, dans le secret de ma tête, de « schéma répétitif ». Nous n'étions pas riches, en tout cas pas selon des critères qui comptent. Juste une famille ordinaire de l'Ohio, avec une maison vétuste, une rue au trottoir fissuré et un budget familial tendu à craquer. Depuis l'école de médecine, j'envoyais de l'argent à la maison dès que les temps devenaient durs. Ce qui arrivait souvent. Au début, cela semblait automatique. Ce n'était pas vraiment un sacrifice, juste ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. Mais les années de gestes, automatiques, sont devenues des années d'attente. J'ai réglé des loyers en urgence sans qu'on me le demande 2 fois. J'ai payé les réparations de la Civic de Mélissa quand elle ne pouvait pas se permettre de remplacer la transmission. Les frais de scolarité de ma nièce et de mon neveu atterrissaient toujours sur ma carte bancaire, jamais sur la sienne. Je traversais la ville après des doubles vacations parce que Mélissa n'aimait pas prendre l'autoroute de nuit. J'ai dit, oui, tant de fois, pendant tant d'années, que dire, non, avait fini par ressembler, dans mon esprit, au véritable crime. Il faut expliquer comment nous en sommes arrivés à ce SMS de mardi, car 11 ans de petit, oui, ne mène pas à un drone à $3200 du jour au lendemain. Je pense que la forme de cette lente accumulation compte bien plus que n'importe quel moment isolé de cette histoire. Il y a eu cette fois où j'ai couvert la caution de Mélissa à 1h du matin. Toujours en tenue d'hôpital après un service de 12 heures, alors qu'elle pleurait au téléphone à propos d'un propriétaire qui ne comprenait pas sa situation. Il y a eu cette fois où j'ai payé la ligue de football de mon neveu Tyler parce que, selon les mots de Mélissa livrés avec une sincérité totale et sans ciller, tous les autres enfants avaient un sponsor. Comme si le parrainage d'un club de foot pour un enfant de 11 ans était une attente standard et raisonnable. Il y a eu ce dîner d'anniversaire, le mien, où Mélissa a commandé la bouteille la plus chère de la carte sans demander l'avis de personne, puis a glissé l'addition vers moi sans un mot, comme si l'arrangement était évident pour tout le monde, sauf pour moi jusqu'à cet instant précis. Il y a eu ce week-end de Pâques, il y a 2 ans, où elle a emprunté ma voiture pour le week-end et me l'a rendue 11 jours plus tard avec le pare-brise fissuré. Sans autre explication qu'un haussement d'épaule et la promesse de s'occuper des réparations, un jour. Je me suis dit que ce n'était rien, à chaque fois. La famille est de la famille, c'est ce que nos parents nous ont inculqué.
Je ne voulais sincèrement pas être ce frère qui tient un grand livre de comptes, additionnant chaque dollar contre chaque faveur, comme si l'amour était un tableur Excel plutôt qu'une relation. J'ai laissé couler, année après année, parce que l'alternative dire réellement non, tenir une ligne de conduite me semblait chaque fois cruel, étant donné le faible coût de chaque demande par rapport à mon revenu annuel. En faisant défiler ce SMS de groupe ce mardi après-midi, entre deux patients, je n'avais pas compris que l'oncle riche n'était pas une blague, ni une insulte. C'était simplement l'étiquette finale, honnête, d'un rôle que j'assurais silencieusement depuis plus d'une décennie, un rôle dont personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé si je voulais vraiment l'occuper. Quelques jours après l'arrivée de la liste de souhaits, je suis allé chez mes parents. Lors de mon seul jour de congé, principalement pour réparer un détecteur de fumée que ma mère m'avait signalé comme défectueux. Mélissa était là, assise sur le canapé, le regard rivé sur son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Tu es médecin ?» a-t-elle lancé, comme si ce simple fait réglait toutes les questions en suspens dans la pièce. « Tu peux te le permettre. » Mon père refusait de croiser mon regard, préférant fixer la télévision en sourdine. Ma mère se tenait devant le comptoir de la cuisine, coupant des fruits lentement, méthodiquement, avec ce geste précis et délibéré de quelqu'un qui fait semblant de ne pas entendre une conversation qui a lieu à 3 mètres. Je n'ai pas discuté ce jour-là. Je suis monté sur le marchepied, j'ai changé la pile du détecteur, je l'ai testé 2 fois et je suis rentré chez moi en silence, la radio éteinte, retournant l'expression « oncle riche » encore et encore dans ma tête comme un caillou qu'on n'arrive pas à faire ricocher. Je me disais que ce n'était rien, juste Mélissa étant Mélissa, mes parents évitant les conflits comme ils l'avaient toujours fait, rien qu'une conversation calme ne puisse arranger. J'ai laissé passer, comme j'avais laissé passer 100 petits moments auparavant. Mais ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ouvert mon application bancaire. Pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, et j'ai commencé à faire défiler des années de virements. Ce que j'ai trouvé, en remontant 5 ans d'historique de transactions vers minuit, m'a glacé d'une façon que le SMS de groupe n'aurait jamais pu faire, des dizaines de virements. Pas des urgences occasionnelles comme je me l'étais imaginé, mais un battement régulier, presque mensuel. 400 $ ici pour tenir jusqu'à la paix, 850 $ là pour une réparation de voiture, 200 $ pour une caution, 600 $ pour des frais de sport. Des sommes répétitives, cumulées, jamais remboursées, jamais reconnues comme autre chose que ce que je faisais, tout simplement. J'ai ouvert un tableur, une vieille habitude professionnelle, le même instinct qui me pousse à noter scrupuleusement chaque interaction avec un patient et j'ai commencé à faire les comptes, dollar par dollar, pour la première fois en 10 ans. Le chiffre qui est apparu au bas de la colonne a immobilisé mes mains. Sur le clavier, 34 600 $. Et cela sur 5 ans, sans compter les innombrables petites faveurs qui n'ont jamais transité par un compte en banque. Le temps passé au volant, les services remplacés pour aller chercher Tyler A. L'entraînement, le travail émotionnel d'être le membre de la famille qu'on appelle en premier quand quelque chose casse. Même en fixant ce chiffre, je me disais que ce n'était rien d'inhabituel pour une famille qui s'aime. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé me coucher, tout en me racontant cette histoire, bien que quelque chose en moi ait commencé à changer, silencieusement. Sous la rationalisation. La semaine suivante, j'ai essayé d'aborder le sujet directement avec Mélissa au téléphone, espérant qu'une discussion calme et privée porterait mieux ses fruits qu'un SMS de groupe. J'ai vu la liste de souhaits, lui ai-je dit. Je ne peux pas tout acheter, Mel. Ça dépasse 6 000 $ au total. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, a-t-elle demandé. Sa voix s'est instantanément durcie, la chaleur d'un instant plutôt s'évaporant. Je ne veux pas, ai-je répondu. Je me souviens de l'étrangeté de ce mot dans ma propre bouche, inconnu, comme une phrase dans une langue que je n'avais pas
Parler depuis des années. Waouh, d'accord, je suppose qu'on sait où on en est. Maintenant, a-t-elle lâché, avant de raccrocher. Le son de la tonalité est resté dans mon oreille un long moment avant que je ne pose enfin le téléphone. Je me suis dit une fois de plus que Mélissa était simplement dramatique, que ce froid passerait comme toujours. J'ai laissé couler, même si l'épuisement sous-jacent était devenu impossible à ignorer. Cette réponse, je ne veux pas, a changé quelque chose en moi. Je n'avais pas encore les mots pour le décrire, assis seul dans mon appartement à 2h47 du matin après une garde, fixant un plafond que j'avais déjà contemplé 1000 fois sans jamais ressentir cette fatigue si particulière. Le point de rupture, quand je l'ai enfin compris, n'était pas la colère. C'était l'épuisement. L'épuisement profond, viscéral, de réaliser que j'avais passé plus d'une décennie à servir de filet de sécurité financier pour quelqu'un d'autre, sans jamais qu'on me demande si cet arrangement me convenait aussi. Je ne voulais pas couper les ponts avec Mélissa et partir tout de suite. Malgré tout, elle restait ma sœur, et Tyler et Ava étaient des enfants qui méritaient mieux que d'être les dommages collatéraux d'une dispute d'adultes. Alors, au cours des 6 semaines suivantes, j'ai construit quelque chose. Pas une punition, mais une structure. J'ai d'abord rencontré une conseillère financière familiale, Renata Ochoa, une planificatrice certifiée avec 14 ans d'expérience dans les dynamiques de dépendance familiale, où un membre de la famille devient, fonctionnellement, une institution financière gratuite pour les autres. Renata m'a aidé à rédiger un plan écrit, ce que je continuerai à financer à l'avenir, sous quelles conditions, et ce que je ne financerai plus du tout, quelles que soient les circonstances. Nous nous sommes rencontrés 3 fois en 2 semaines, chaque séance dépassant la durée prévue car il y avait plus d'histoires à démêler que nous ne l'avions anticipé. Ce que vous décrivez, m'a dit Renata lors de notre 2e séance en examinant mon tableau de bord avec une surprise manifeste, ce n'est plus de la générosité, et ça ne l'est plus depuis longtemps. C'est de la dépendance. Déguisée en amour. La chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour tout le monde, y compris pour Mélissa, est d'arrêter d'absorber des conséquences qui n'étaient pas les vôtres au départ. Elle l'a dit simplement, sans jugement, avec ce ton clinique et posé que j'imagine être le sien avec chaque famille qui franchit le seuil de son bureau, en croyant que sa situation est honteuse. J'ai également contacté un thérapeute familial, le Dr Marcus Webb, spécialisé dans les dynamiques fraternelles et les enchevêtrements financiers, pour demander des ressources à offrir directement à Mélissa. Pas des ultimatums, mais des chemins concrets. Le Dr Webb m'a aidé à compiler une liste de services de conseil, d'ateliers budgétaires via une association locale et des programmes d'aide à l'emploi. Il a pris soin de me rappeler, lors de notre appel, qu'aucun plan ne garantit un résultat, vous pouvez construire la porte, a-t-il dit, mais vous ne pouvez forcer personne à la franchir. Cette part-là doit être la sienne. Enfin, j'ai parlé brièvement avec Jenna Ozey, une amie de l'université devenue juriste en droit de la famille, pour comprendre ma position juridique concernant ces prêts informels jamais documentés. Elle a confirmé ce que je soupçonnais. Rien n'était récupérable en tant que dette, et la suite devrait se concentrer sur des limites futures plutôt que sur un remboursement passé. Jenna m'a aussi proposé, sans que je lui demande, une liste d'offres d'emploi locales qui pourrait convenir à l'expérience de Mélissa dans la gestion de vente au détail. Une petite gentillesse qui a fini par compter plus que les conseils juridiques eux-mêmes. J'ai rédigé le document final moi-même tard une nuit, après mon service, en le structurant comme un plan de sortie pour un patient, clair, précis, sans ambiguïté. Un soutien pour les courses liées à l'assiduité aux séances de conseil. Une contribution mensuelle définie, conditionnée à l'engagement de Mélissa dans le programme de coaching financier. Une liste d'offres d'emploi. Et une ligne finale, soulignée 2 fois, je ne financerai plus de demandes d'argent non documentées, d'achat de luxe ou de prétendues urgences sans discussion.
préalable. Ce n'est pas une punition, c'est le début de quelque chose de durable, si vous le souhaitez. La semaine précédant Noël, je savais qu'il ne me restait qu'une chance de faire passer ce message comme je le souhaitais. Pas comme une cruauté, pas comme un coup d'éclat, mais comme le début de quelque chose de plus sain. Mes mains ne tremblaient pas en emballant ces 12 cartons, 2 soirs avant Noël. Au contraire, j'éprouvais un calme étrange et concentré, la même sérénité que je mobilise en salle de déchocage lorsque l'adrénaline doit rester totalement hors de mes mains. J'ai étiqueté chaque boîte soigneusement, comme je le ferais pour un dossier médical, m'assurant que rien ne semble négligé. Ce qui m'a empêché de dormir à 1h du matin n'était pas la peur de la confrontation, mais le visage d'Ava, 9 ans, s'attendant à un drone sous le sapin. Je savais que peu importe la justice que ce moment apportait aux adultes, elle subirait une partie des retombées. J'ai appelé Renata une dernière fois. Cette nuit-là, relisant avec elle le contenu de l'enveloppe, m'assurant que rien ne pourrait être interprété comme une attaque. Elle m'a rassuré, une clarté délivrée avec calme et toujours plus bienveillante, à long terme, que des années de ressentiment accumulés en silence. Les enfants seront confus, m'a-t-elle dit. C'est vrai, et ce n'est pas rien. Mais la confusion aujourd'hui est bien moindre que celle qu'Ava portera à 19 ans en se demandant pourquoi personne ne lui a jamais appris que les choses ont un prix. C'était le matin de Noël ou jamais. J'avais déjà repoussé l'échéance une fois. Et Renata m'avait prévenu, retarder davantage ne ferait que donner au vieux schéma plus de temps pour se renforcer. Le matin de Noël, j'ai fait l'impasse sur le magasin de jouets. Je suis arrivé avec 2 déménageurs, 12 grands cartons empilés dans une camionnette, et une enveloppe cachetée dans la poche de mon manteau. La maison sentait la cannelle et le bacon. Le petit déjeuner traditionnel de ma mère était déjà prêt sur la table. Tyler et Ava étaient surexcités. Puis les cartons sont entrés, et l'ambiance a basculé instantanément dans la confusion. Pas de drone, pas de PS6, pas d'iPhone. Juste des plans budgétaires organisés dans des dossiers, des brochures de conseils, une liste d'offres d'emploi et l'enveloppe cachetée. Mélissa a déchiré l'enveloppe, debout au milieu du salon. Elle est devenue livide en lisant, ses yeux parcourant la page de plus en plus vite, comme si elle espérait que les mots se réorganiseraient tout seuls. Les enfants fixaient les 12 cartons près du sapin comme s'ils venaient de se faire voler quelque chose qu'ils possédaient déjà dans leur esprit. La voix de ma mère a tremblé depuis l'entrée de la cuisine, « Tu gâches Noël ». Mon père, près de la cheminée, n'a même pas élevé la voix, par Tyler a crié qu'il me détestait, avec la fureur brute d'un adolescent de 13 ans, avant de claquer sa porte si fort qu'un cadre au mur a vibré. Ava, 9 ans, regardait l'espace vide sous le sapin où le drone était censé être et a commencé à pleurer. Non pas par méchanceté, mais par une confusion sincère, car personne ne lui avait jamais expliqué que les cadeaux qu'on lui promettait étaient financés depuis des années, par l'épuisement de quelqu'un d'autre. Cette partie m'a blessé plus que tout ce que Mélissa a pu me dire, plus que le mot de mon père, plus que la porte claquée de Tyler. Je suis resté debout dans ce salon, celui pour lequel j'avais acheté un détecteur de fumée 2 semaines plus tôt, celui que j'avais sauvé financièrement plus de fois que je ne pourrais compter, et je n'ai pas flanché, même si tout en moi voulait le faire. Je ne finance plus les habitudes qui ne changent jamais, ai-je dit, la voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je soutiendrai la croissance, je ne soutiendrai plus la dépendance. Tout ce qui est dans ces cartons est un vrai chemin vers l'avant, si quelqu'un veut le prendre. Mais le drone ne viendra pas. Et il ne viendra pas non plus l'année prochaine, à moins que quelque chose ne change vraiment dans cette maison. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a pris dans ses bras. La pièce est devenue silencieuse, d'un silence étouffant, plus bruyant que n'importe quelle dispute. Alors, j'ai pris mon manteau sur la chaise près de la porte, et je suis parti. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant près
2-3 semaines. Quand ma mère a finalement appelé, début janvier, ce n'était pas vraiment des excuses. Plutôt une conversation hésitante pour savoir si j'accepterais de lui expliquer les documents budgétaires, car Mélissa, a-t-elle admis, n'avait pas ouvert la plupart des dossiers. Mélissa n'a pas donné signe de vie pendant près de 2 mois. Quand elle l'a enfin fait, c'était un SMS bref et maladroit demandant les coordonnées de Renata. Autre choix. Pas d'excuses, pas encore, mais un premier pas sincère que je n'attendais pas vraiment. À l'heure où j'écris ces lignes, elle a terminé 8 séances avec Renata et a commencé, il y a 6 semaines, un poste administratif à temps partiel trouvé dans les listes de Jenna, son premier salaire régulier en plus de 2 ans. Tyler ne me parle pas beaucoup, à 13 ans on est comme on est, et je ne force rien. Ava, étonnamment, m'a envoyé une carte de remerciement manuscrite en février. Avec une écriture d'enfant de 9 ans, pour un plus petit cadeau que je lui avais envoyé séparément en janvier. Un télescope, quelque chose dont elle avait parlé une fois, des mois plus tôt, sans aucun lien avec la liste originale. Elle a écrit au bas, avec un crayon un peu maculé, maman a dit que le drone était trop cher de toute façon. J'aime mieux les étoiles. Je garde cette carte pour moi, scotchée à l'intérieur d'un placard de ma cuisine, là où je la vois la plupart des matins en préparant mon café avant de partir en service. Mon père et moi avons eu une vraie conversation en février. La première honnête depuis des années, où il a admis, doucement, qu'il savait depuis longtemps combien la situation était déséquilibrée entre ces deux enfants, et qu'il n'avait pas su quoi dire sans avoir l'impression de choisir un camp. Je lui ai dit que je comprenais. Je ne suis pas sûr de comprendre totalement, mais j'y travaille, de la même façon lente et ingrate dont Mélissa travaille sur son budget 2 fois par mois. J'envoie encore de l'argent à la maison occasionnellement, mais différemment. Maintenant, lié à des objectifs spécifiques, documentés, discutés à l'avance. Et jamais tenus pour acquis. Le tableur que j'ai créé ce mardi soir est toujours ouvert sur mon ordinateur, mis à jour chaque mois. Non par ressentiment, mais par la même habitude qui me pousse à noter scrupuleusement chaque patient. Certaines choses méritent un dossier clair, ne serait-ce que pour que personne, moi y compris, n'ait jamais à deviner quoi que ce soit à nouveau.